Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de cet ouvrage, Manuel de bibliophilie, où il sera question de la spéculation dans le monde du livre. Spéculation qui est impossible, nous rappelle Christian Galant-Tarris. Et pour vous donner un exemple de la spéculation, allez acheter le journal du jour. Mettez-le journal du jour, La Presse ou Le Monde ou Libération, un numéro historique concernant la démission de Benoît XVI, et donc un numéro qui aura une certaine importance historique dans le futur, et mettez-le dans un sac et attendez. Ça va prendre combien de décennies, selon vous, avant que ce numéro de Libération prenne de la valeur? Et en incluant tous les frais reliés à l'entreposage de ce numéro, c'est-à-dire l'entreposage, les conditions idéales dans lesquelles ce numéro sera entreposé, je peux vous garantir que peut-être au bout de 50 ans, vous allez en obtenir 5 euros. Alors, si vous additionnez tous les frais afférents à l'entreposage et à l'entretien de ce numéro historique concernant la démission du pape Joseph Ratzinger, si vous obtenez 5 euros, eh bien, franchement, vous êtes bon. Mais 50 ans plus tard, beaucoup de choses à vous dire sur la spéculation. Mais je vais vous lire le commentaire de la conclusion, qui est précisément la conclusion de cet ouvrage-là de Christian Galant-Tarris. Et après, je vais vous dire un certain nombre de choses. Cette vidéo, en passant, je l'offre à tous mes amis bibliophiles. J'en ai quelques-uns. Sébastien Hudon, Jasmin, Monsieur Régent Olivier. D'ailleurs, Monsieur Régent Olivier, je vous pose une question ici. Avez-vous déjà compté tout l'argent que vous avez mis dans votre collection? Laquelle collection a été une des plus importantes sur la région de la Naudière et que vous l'avez de plus offert à votre communauté? Aussi, il est remarquable que les gens qui ont passé beaucoup de temps à étudier et à lire, à réfléchir et à écrire sont généralement très pauvres. Parce que quand on réfléchit beaucoup, qu'on étudie beaucoup, qu'on a une vie studieuse, méditative, contemplative, eh bien pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas comment s'enrichir aux dépens de nos semblables. Alors, les spéculateurs, qui spéculent à peu près sur tout, ne spéculent pas sur les livres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, ici. En dépit des cotes énormes atteintes par certains livres, il serait faux de croire que la spéculation s'est emparée de la bibliophilie. Un syllogisme devrait même permettre de démontrer qu'elle est improbable. Pour collectionner les livres, il faut les connaître. Les établissements financiers qui, ces dernières années, proposaient de constituer des portefeuilles de livres rares ont dû rapidement y renoncer devant les résultats désastreux de leurs prestations. Petite parenthèse ici, l'été dernier, le journal Le Devoir mentionnait l'existence d'un nouveau joueur sur le marché du livre, précisément, qui, lui, prétendait offrir un portefeuille diversifié en bibliophilie. Et j'ai commenté sur ma page Facebook à l'époque, au mois de juin, je pense. Allez vérifier de toute façon, que c'était totalement incongru et impossible de spéculer sur les livres.
absolument impossible. Et nous étions plusieurs dans mon métier que je pratique depuis 20 ans, à voir là vraiment quelque chose de totalement aberrant du point de vue intellectuel. Pour les connaître, donc, il faut les aimer. N'est-ce pas ce qu'on dit de spéculateurs? Ne vous attachez pas à vos titres financiers. Quand vous voyez qu'ils affichent des résultats désastreux, vendez. On ne verra jamais un amoureux de livres, un bibliophile, se départir de ses livres parce que soudainement, la cote aurait baissé. Les mouvements de cotation sont si lents et si improbables qu'il faut vraiment ne rien comprendre au monde de la bibliophilie pour juxtaposer la bourse de New York ou celle de Chicago. Ce sont des rapprochements oiseux qui ne démontrent, je dirais rien sur la finance, mais qui démontrent assurément une incompréhension de ce qu'est la bibliophilie. Alors, il poursuit Galantaris. Qu'y aurait-il de plus fastidieux que de vouloir entrer de force dans le domaine des livres anciens si l'on ne sentait pas au préalable quelque connivence secrète avec ceux-ci? Et là, Galantaris écrit le commentaire suivant en majuscule pour être bien compris. Lorsqu'on les aime, on les conserve jalousement sans en faire un objet de spéculation. Il existe une consolation pour ceux qui ne peuvent dépenser beaucoup, car s'il faut beaucoup d'argent pour posséder de beaux livres, il leur suffit d'avoir un peu de cœur, de poésie et d'imagination pour aimer des livres de faible prix qui néanmoins parlent, sont aimables et touchants, et finalement connaîtront avec le temps des plus-values inattendues. Alors, voyez, eh bien, c'est bien ça. C'est de bien ça dont il est question. Le temps même je vous dirais, le temps qu'il faut pour connaître les livres est tellement long. Ça demande de très longues heures d'études, de réflexion, qu'on ne s'enrichit pas dans ce domaine. Alors, parler de spéculation, c'est vraiment un peu nono. Et aussi, également, je vais vous montrer un autre livre. Parce que la question de la bibliothèque d'un artiste important, il va de soi, n'est-ce pas? Ou d'un véritable bibliophile, la connaissance, l'examen approfondi, la radioscopie, je dirais-je même, de la bibliothèque d'un artiste important est extrêmement révélateur de son parcours artistique et intellectuel. Je vais vous montrer un livre, je vais vous en montrer un autre, un très beau livre. Les bibliothèques d'artistes, 20e siècle, 21e siècle. Alors, c'est la radioscopie de plusieurs bibliothèques d'artistes importants. On a analysé le contenu de leur bibliothèque, l'emplacement, et certains d'entre eux, certains de ces artistes, ont également commenté, annoté certains de leurs livres. C'est pas non plus innocent. Vous connaissez également qui pourrait être une sorte de prolongement ou d'annexe à ce qu'on appelle la critique génétique. C'est-à-dire, la critique génétique, c'est l'analyse du manuscrit lui-même de l'auteur. Henri Guillemin était passé maître dans cet art de l'analyse du manuscrit. C'est ainsi qu'il a beaucoup écrit, entre autres, sur Rousseau, et il a vu comment Rousseau prenait la pause, souvent, dans ses propres textes. Qu'un mot biffé, en fait, ce qu'il y avait derrière la biffure, nous révélait davantage la pensée
de Rousseau. Les exemples sont probants dans le cas de Rousseau, d'autant plus facile à étudier les manuscrits de Rousseau, c'est que Rousseau avait une écriture très facile à décrypter. Alors donc, l'analyse, la critique génétique, eh bien, c'est très important également. La radioscopie d'une bibliothèque est importante. L'analyse des livres qui s'y trouvent, les annotations qui s'y trouvent, les commentaires qui s'y trouvent parfois dans les marges, peuvent être très, très révélateurs et très, très importants dans l'approfondissement de l'étude d'un artiste ou d'un écrivain. Ce ne sont pas là des détails innocents. Aussi, on pourrait parler également de la perte de prestige dont est l'objet la bibliothèque. Aujourd'hui, les riches n'ont plus de bibliothèque. La majorité des gens qui ont de l'argent n'ont plus de bibliothèque. La raison est bien simple, c'est que le prestige lié à la bibliothèque personnelle n'existe pratiquement plus. Je le sais, j'ai acheté beaucoup de bibliothèques dans des résidences fort somptueuses par ailleurs. Et les héritiers, souvent, eh bien, se débarrassaient de cette bibliothèque-là, jugée trop encombrante et totalement inutile sur le plan de la représentation sociale de la richesse. Un livre, c'est un objet opaque, n'est-ce pas? Prenons un livre ancien, n'importe lequel, généralement, son aspect est plutôt terne, il est brun, il ne signifie rien. Si on dit à un béotien, vois cette première édition des Liaisons dangereuses de Laclos, ça vaut une fortune, le béotien ne réagira pas. Pour lui, ça ne va être qu'un chiffre. Tandis que les tableaux, même les mauvais tableaux, n'est-ce pas? Je pense ici aux tableaux de la peintre Corneau, qui sont des horreurs absolues, mais qui ont néanmoins une cote marchande. Ou l'autre, le peintre québécois qui vit à New York, c'est vraiment horrible ce qu'il fait. Mais encore là, il y a une valeur marchande ajoutée ici. Et là, la subjectivité, eh bien, peut se manifester. Devant l'une de ces croûtes, on peut dire « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est beau, c'est pas beau. Ça ne dit rien sur la connaissance de celui qui émet un jugement. Parce que dire que c'est beau ou que j'aime pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on dit « ah, ça vaut 25 000 », là, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tandis que le livre, lui, étant un objet opaque, on ne peut y attacher de valeur subjective que si on le connaît de l'intérieur. Et cette connaissance ne s'acquiert que péniblement. Alors, je vais conclure là-dessus. Oui, puis la revue de critique génétique, je n'ai pas le temps ce matin de vous montrer un exemplaire. Ça s'appelle Genesis, précisément. Et c'est fascinant. C'est fascinant comment on peut réfléchir, comment on peut analyser un manuscrit. La dématérialisation du livre qui est en cours et tout le discours enthousiaste qui l'accompagne nous fera perdre ce précieux champ de recherche sur la genèse de l'esprit et de son écriture et de sa manifestation par l'écriture. Mais évidemment, il y aura des gens toujours pour s'enthousiasmer de ce qui leur apparaît une innovation technique, quand c'est en réalité une autre perte de plus que nous allons subir. Alors j'offre cette petite chose ici que je montre justement à mon ami Régent Olivier, qui a dépensé beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Monsieur Olivier, dans votre bibliothèque et qui en a fait partager sa communauté. Tôt ou tard, c'est ce que font beaucoup de bibliophiles. Ils la font partager à la communauté. C'est ainsi que les institutions universitaires, vous allez voir, je vais conclure là-dessus, reçoivent des propositions imminentes, des propositions importantes
de chercheurs éminents et parfois d'écrivains importants. Et on m'a raconté souvent à ma librairie que les universités, recevant cette proposition-là de recevoir une bibliothèque entière, annotée, de la main de ces chercheurs-là, eh bien, ces pauvres-là ne recevaient même pas d'accusé de réception de la part des institutions. Ça en dit long sur le degré dans lequel on tient les livres, sur le degré dans lequel on tient les livres. Alors, je vous montre ici, M. Olivier, je vais d'ailleurs je vais scanner l'autographe. Un autographe d'Alphonse Daudet. Le livre est très, 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 très abîmé. La page couverture manque. C'est un livre défraîchi. Alors, ce qu'il dit, hommage affectueux de l'auteur à M. Léon Philippe Alphonse Daudet en 1876. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Il était un peu long aujourd'hui. Parfois, il est bon de s'expliquer. Mais pour tous ceux qui s'imaginent des choses, là, eh ben, je vous le dis, l'amour des livres est une passion ruineuse. Il n'y a pas de spéculation là-dedans. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Autrement, ça se serait su depuis très longtemps et vos courtiers vous proposeraient un panier. Et ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. On peut, par ailleurs, je conclue là-dessus, on peut aimer les beaux livres, on peut aimer les beaux tableaux, on peut aimer les belles choses, on peut aimer s'environner de beauté, tout en souhaitant des transformations sociales. Ce n'est pas incompatible. Et ceux qui y verront là des contradictions, ben écoutez, qui aillent un peu s'examiner devant leur miroir, voir si eux en sont exempts de ce qui leur apparaît comme des contradictions. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Ma page Facebook. Vous pouvez aller la visiter. Je ne vous conseille pas de devenir un ami. Je suis un ami parfois très envahissant. Le numéro de téléphone de ma librairie, 514-736-0999. Et la librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et je peux vous assurer, j'ai quelques beaux exemplaires autographiés. Et j'en vends pratiquement jamais tant. Les acheteurs sont rares, tellement rares, si vous saviez. Quelques dizaines de bibliophiles dans tout le Québec. Ce n'est pas un marché. Quand on peut faire rentrer un marché dans une cabine téléphonique, on ne peut pas parler de marché. Allez, c'est tout. Bonne journée.